Bonjour tout le monde. Écoutez, très heureux d'ouvrir ce premier open mic d'une série de 3 que l'on fait en collaboration avec la presse. Donc, j'en profite pour remercier chaleureusement la presse. Mon nom est Stéphane Ricoul, je travaille pour la firme Talsom, qui est une firme en transformation numérique qui accompagne ses clients dans leur transformation. Donc aujourd'hui, le panel va se dérouler de la façon suivante. Donc je vais animer ce panel-là. Vous allez pouvoir poser vos questions live si vous le souhaitez. Vous avez juste à cliquer sur la petite main qui va se lever et on ouvrira vos micros pour cela. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Bon, on va attendre que ça ait commencé avant de poser les questions. Puis, lors de l'inscription, vous aviez aussi la possibilité d'écrire des questions. J'en ai noté quelques-unes que je poserai également à nos panélistes. Cet open mic-là est enregistré, sera disponible sur la chaîne YouTube de Talsom, va également être disponible en format podcast sur notre chaîne SoundCloud. Et on va également en écrire un billet de blog qui résumera l'ensemble de la conversation et des échanges qui auront eu lieu. Bon, puis à tout le monde, au passage, je ne vous ai pas présenté mon collègue qui s'appelle Open Mike, là, dans la photo, dans l'écran, mais c'est Patrick Vigneault. C'est lui qui, à tout moment, va m'interrompre si jamais il y a une question qui est posée, qui serait pertinente et qui apporterait une certaine valeur ajoutée au fil de la discussion. Donc, je vais commencer par présenter nos panélistes, le temps qu'on règle notre petit problème avec Jean-François. Donc, je lis mes notes, vous m'excuserez, donc je vais baisser un petit peu les yeux. Donc, Alexandre Taillefer, qui est associé principal au fonds d'investissement Expand, qui est aussi en arrière de beaucoup de projets tels que Neuron, Exacto, Stingray et le fameux Théo Taxi dont on va parler aujourd'hui. C'est un ex-dragon également, donc vous l'avez tous vu à la télé de Radio-Canada, vous l'avez tous lu dans ses chroniques à la presse ou dans Le Voir, et vous l'entendez tous dans ses chroniques au micro de Paul Arcan. Il est sur le CA de Panier Bleu, du Musée des Arts Contemporains et un paquet d'autres de CA. De son côté, Jean-François Ouellette, lui, il est professeur agrégé en entrepreneuriat et en innovation à HEC. Il a un post-doctorat au MIT. J'espère qu'on va réussir à comprendre tout ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Il est chef économiste au Creative Destruction Lab de Montréal et vous l'avez connu fort probablement d'un point de vue médiatique lorsqu'il animait l'émission Génération Inc. que je suivais religieusement à l'époque. Et ces deux personnes-là, malgré leur emploi du temps, ont quand même trouvé le temps d'écrire un livre sur l'histoire de Théo Taxi, que je vous invite d'ailleurs à vous procurer et à lire. On a la vision que Alexandre Taillefer avait avec son comité exécutif notamment. Donc, Alexandre, Jean-François, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vais poser une première question pour adresser en quelque sorte l'éléphant virtuel qui est dans nos écrans actuellement. Le sous-titre du livre est « Les dessous de l'échec de Théo Taxi ». Alexandre, la question va être dirigée vers vous. Comment vous sentez-vous alors qu'aujourd'hui, Théo Taxi vient tout juste d'être relancé? Je suis heureux que ce projet-là puisse perdurer. Il y a une histoire d'amour qui s'est créée entre les Montréalais et la marque. La marque incarne des valeurs importantes, l'électrification, bien entendu. Et je pense que c'est là-dessus que Pierre-Carl Péladeau, qui est l'entrepreneur, mais maintenant, d'ailleurs, ce projet-là va mettre beaucoup d'emphase. De mon côté, je pense qu'il y a un enjeu fondamental dans l'avènement de la gig économie. C'est-à-dire l'utilisation de travailleurs autonomes qui sont en fait des travailleurs dits indépendants ou des entrepreneurs qui offrent un service. Je pense qu'on a un enjeu fondamental dans la société. On a essentiellement trouvé un loophole, un trou dans la réglementation qui permet aujourd'hui de rémunérer ces gens-là en deçà des normes que nous avons globalement établies comme société. Et sans les obliger aujourd'hui à contribuer au filet social, aux assurances et autres éléments qui sont très, très importants.
Alors, on a créé une économie qui est refilée aujourd'hui au consommateur et le consommateur doit se rendre compte qu'il y a beaucoup d'immigrants de première génération qui travaillent dans la gig économie et vous le savez, moi, je suis partisan d'une meilleure équité sociale. Ça fait partie de mon discours depuis de nombreuses années. Je pense que quand on nourrit aujourd'hui globalement l'économie, qu'on nourrit globalement les citoyens, tout le monde y est gagnant, les plus riches comme les moins nantis. Je pense qu'un des grands problèmes qu'on a en ce moment, c'est qu'on est en train de ressentir l'impact d'une iniquité galopante qui s'est accentuée dans les 20 dernières années. Alors, voilà. OK, parfait. Puis, mais je rappelle quand même que vous êtes aussi en arrière, vous n'avez pas quitté le monde du transport électrique, vous êtes toujours extrêmement motivé par ça, puis vous êtes en arrière du projet des autobus électriques Lyon ou Lion électrique, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, qui aujourd'hui ont quand même beaucoup de succès, là. Oui, ben, effectivement. En fait, le fonds, puis ça, il faut comprendre, on a beaucoup reproché l'argent qui a été investi dans Théo. On a agi à titre de private equity, d'équité privée. C'est de l'argent qu'on a levé tant d'investisseurs privés que de fonds de placement, comme par exemple la Caisse de dépôt et le fonds d'action de la FTQ. CSN, le fonds FTQ. Et il faut comprendre que le rendement de ces gens-là dans le fonds Expand va être déterminé en fonction du rendement du portefeuille global. Et je peux vous dire aujourd'hui que le rendement du fonds est positif, c'est-à-dire qu'il va générer un retour positif malgré le fait qu'on ait perdu près du tiers de notre fonds dans le projet Théo. Et ça, c'est dû, entre autres, au succès phénoménal de Lyon. Je crois énormément à l'électrification. On a mis de l'argent dans ce secteur-là il y a près de 7 ans. Alors, on peut être très content de ce qui a été, de ce qui est en train de se développer dans ce secteur-là. Pour le Québec, globalement, bien sûr. Je confirme qu'on a toujours le petit problème avec Jean-François Ouellette, mais Jean-François, je vous ai ouvert votre micro, donc nos excuses auprès de l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Vous ne verrez pas l'image de Jean-François, mais vous pourrez entendre ses réponses. Puis d'ailleurs, la prochaine question, Jean-François, je vais la diriger vers vous parce que on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'innovation au cœur des modèles d'affaires. Quand vous avez écrit ce livre sur Théo Taxi, quand on écrit un livre, on fait énormément de recherches. Okay? On se documente, on lit, etc. Et en fait, j'aurais aimé savoir si, dans toutes vos recherches, vous aviez trouvé des exemples d'entreprises qui ont mis l'innovation technologique au cœur de leur modèle d'affaires et qui se sont démarquées grâce à ça. Ben, il y en a plein, en fait. Et puis, bon, et mes excuses encore une fois à tout le monde à mon tour. Là. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je les ai vécus tous les cas de figure en enseignant en ligne depuis le début de la pandémie. Puis c'est la première fois que ceci se passe. Donc, je suis désolé. C'est peut-être mieux pour vous, vous ne me voyez pas de toute façon. Donc, pour répondre à votre question, en fait, bon, évidemment, il y a plein de formes d'entrepreneuriat. Puis, d'un point de vue théorique, d'ailleurs, on en parle souvent de manière suivante, c'est qu'il y a de l'entrepreneuriat qui va être fondé sur, d'abord et avant tout, l'identification d'un besoin ou d'un problème sur le marché et finalement, le fait de dénicher ou de développer une solution face à ce problème-là. Puis, à l'inverse, il y a de l'entrepreneuriat fondé sur le développement de technologies souvent radicales qui peuvent régler des problèmes. Puis là, ben, le job, finalement, des entrepreneurs est de déterminer quel est le problème le plus porteur que peut solutionner cette technologie-là. Donc, il y en a plein. C'est même l'entrepreneuriat le plus porteur de valeur, le plus créateur de valeur et de ce type-là, c'est-à-dire le fait de développer une technologie à laquelle on colle un problème à résoudre. Puis, bon, si vous voulez des exemples, en fait, vous avez mentionné tout à l'heure d'entrée de jeu que je suis rattaché au Creative Destruction Lab à Montréal. C'est un centre qui vient soutenir financièrement puis en termes de mentorat des entrepreneurs qui mettent l'intelligence artificielle au cœur de leur projet d'affaires. Ça fait 4 ans que je vois des projets, une quinzaine, vingtaine par année, là, qui sont essentiellement tous fondés là-dessus, qui vont par exemple, le fait de pouvoir identifier des tumeurs sur de l'imagerie par résonance magnétique avec des technologies absolument, avec des nouvelles
techniques, disons, d'analyse fondées, encore une fois, sur l'intelligence artificielle, jusqu'à les applications qui permettent d'automatiser ou d'optimiser, je dirais, la capacité des chaînes de production, des chaînes logistiques à l'échelle internationale. Donc, des exemples, il y en a considérablement, évidemment. Il y en a de plus en plus, mais au-delà de l'innovation technologique, est-ce que vous avez pu voir d'autres types d'innovations qui peuvent, conjointement avec la technologie, avoir créé de la valeur ajoutée pour les entreprises? Oui, bien, quand on parle d'innovation, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a souvent tendance à penser que c'est de l'innovation technologique, mais ce n'est pas que ça, parce que l'innovation peut venir également des modèles d'affaires. Elle peut venir, par exemple, révolutionner la façon dont on adresse un problème. L'économie du partage, puis bon, on en parle beaucoup dans le livre, là, mais du concurrent Uber notamment, puis de plein d'autres types d'entreprises qui sont dans ce secteur-là. Bien, en quelque sorte, c'est une révolution pour le meilleur et pour le pire, là, parce qu'elle permet effectivement de revoir la façon dont les acteurs sur le marché interagissent et comment on les met en contact et où est localisée la profitabilité, par exemple, et la création de valeur. Donc, cette innovation-là n'est pas forcément que technologique, elle peut être partout, finalement, dans la chaîne de valeur d'une entreprise. En fait, il n'y a pas aujourd'hui de segment précis pour l'innovation. L'innovation, ça peut être aussi bien le packaging, ça peut être aussi bien le deal qu'on va faire avec des distributeurs, ça peut être aussi bien de mettre en place une coop pour distribuer un produit, ça peut être, l'innovation vient de partout. C'est une façon de voir un problème, un enjeu et de développer une solution adéquate. Alors, Jean-François a tout à fait raison. On associe innovation trop souvent peut-être à la technologie, à la recherche et développement ou à l'algorithmie, à l'intelligence artificielle. Mais il y a des choses qui sont souvent pas mal plus simples à faire et qui vont obtenir un retour sur investissement encore supérieur. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, dès la page 1 de votre livre, page 1, toute première, vous qualifiez de Théo Taxi de véritable locomotive d'innovation. Vous le mettez au pluriel, innovation, parce que vous faites allusion à la technologie, à l'innovation au niveau des affaires et à l'innovation sociale. Et en fait, j'aimerais savoir, est-ce que ça, c'était un vœu pieux sur papier ou dans la vraie vie, c'était une répartition 33, 33, 33? Je pense qu'il y a une question, moi j'aime beaucoup faire référence à la touche de Midas. Et un des enjeux qu'on a comme entrepreneur, dans le passé, j'ai connu énormément de succès avec plusieurs projets. Je ne me suis jamais cassé la gueule comme avec le projet Théo. Et on était un peu ambitieux. Je dirais qu'on s'est adressé ou on a attaqué de front probablement une dizaine d'enjeux de l'industrie du taxi, entre autres la question de l'affichage sur le toit des voitures. On a créé nos propres dômes, on a créé à l'intérieur des voitures des terminaux de paiement, on a créé, c'est fou là, quand on regarde ça aujourd'hui, plutôt que de dérisquer le projet et donc d'attaquer petit à petit l'opportunité reliée à la transformation d'une industrie traditionnelle. Parce que c'était ça, Théo, c'était d'être capable de travailler conjointement avec la réglementation, avec l'industrie du taxi actuelle et de développer une alternative viable, plus payante, où les profits allaient être séparés entre l'investisseur, l'innovateur et les acteurs actuels de l'industrie. Donc, oui, énormément de fronts, beaucoup trop de fronts, et on le sait, quand on ouvre trop de fronts, il y a des chances qu'on perde la guerre. Jean-François, c'est correct? Je n'aurais rien à ajouter à ça, effectivement. Je pense que la lecture d'Alexandre est très claire et lucide, surtout. Mais l'idée en arrière de Théo Taxi, c'est qu'à un moment donné, il fallait avoir la bonne offre au bon moment pour le bon client. Donc, quand on ramène ça à l'expérience utilisateur, on appelle ça le CXM, le Customer Experience Management. Et généralement, en arrière de ça, on retrouve des innovations technologiques qui portent le doux nom de algorithmes. La question s'adresse à vous, Alexandre, ou ça peut être à vous également, Jean-François. Est-ce que cette notion de algorithme était l'élément clé du succès de Théo Taxi? En fait, le succès de Théo Taxi aurait pu être encore là aujourd'hui si on n'avait pas essayé de tout régler en même temps. L'algorithmie était importante, ça nous permettait d'introduire des notions de productivité parce qu'on était en mesure de prédire, par exemple, la demande, de repositionner les voitures en fonction de la demande que l'on anticipait. Et tout ça, c'est bien déroulé
Ça a été un peu plus long à faire que prévu, mais on a eu beaucoup plus d'enjeux réglementaires. Par exemple, le fait qu'on ne puisse pas charger plus cher pour une voiture de qualité, le fait qu'on ne puisse pas faire varier notre tarif en fonction de la pointe. En fait, on s'est rendu compte au fil du projet que la réglementation actuelle était détrimentale à l'industrie du taxi. Parce que la tarification était basée sur un facteur, la vitesse de la voiture. Et cette vitesse-là était déterminée à 23 km/h. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on était dans un bouchon, à chaque fois qu'on était dans une période de forte demande, on générait avec un taux d'occupation de 100 excusez-moi le verbiage, là, mais 45 de l'heure, alors que toute notre modélisation était basée autour de 65 de l'heure. Alors, on a trouvé ce vice-là en cherchant, en analysant des centaines de milliers de données. On a partagé cette information-là avec la Commission de transport du Québec. Et la Commission de transport du Québec a reconnu qu'il y avait peut-être un enjeu et qu'on allait se reparler l'année prochaine alors qu'on allait réexaminer éventuellement la tarification. Je pense que là, on a tout un enjeu comme société. On a un enjeu de lucidité réglementaire. On a besoin de gens qui comprennent. Et ça, là, aujourd'hui, là, ça manque de façon éhontée. Et si on veut évoluer dans notre société, ça va nous prendre des législateurs, des gens de réglementation qui sont capables d'aligner les quatre trous, là. Mais justement, sur ce point de lucidité réglementaire, quand on regarde le contexte d'accélération de l'innovation tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de dire que notre appareil administratif a le droit de vie ou de mort sur une entreprise en fonction de tout ce qui est réglementaire, justement? Bien, c'est le cas dans plusieurs industries, naturellement, que ce soit par l'imposition de quotas ou que ce soit par l'imposition de réglementation. Des entreprises étrangères vont ou pas respecter la réglementation. On le sait que Uber a agi en cas bas. Ils sont arrivés ici, ils ont eu des amendes pendant près d'un an, des amendes qu'ils n'ont probablement pas payées aujourd'hui parce qu'ils ont mis des avocats là-dessus. Ils n'ont respecté aucune des règles en place. Et finalement, bien, la société a sorti 1,2 milliard de dollars pour racheter les permis des chauffeurs de taxi. Je me demande aujourd'hui où est la logique derrière ça. Ils ont laissé mourir Théo qui demandait des changements simples, de pouvoir faire varier notre tarif, ce que Uber a fait d'emblée en arrivant à Montréal, et de pouvoir charger une certaine prime pour l'utilisation, par exemple, d'une Tesla qui est l'équivalent d'une limousine pour pouvoir vous déplacer, qui est l'équivalent de Uber Select. Alors, je ne veux pas dire que le système est gangréné. Je ne veux pas dire qu'on n'a que des idiots au niveau de la gestion réglementaire. Mais je peux vous dire qu'on en a quelques-uns. Okay. Si je peux me permettre peut-être juste un commentaire additionnel, parce que là, il ne faudrait toujours pas, faudrait pas envoyer le message que dans une entreprise, lorsqu'on lance une entreprise et qu'il y a une réglementation qui n'est pas forcément favorable au départ, il faut s'attendre à ce que les pouvoirs publics changent la réglementation pour satisfaire les besoins et les désirs d'une entreprise en lancement. En fait, dans le contexte de Théo Taxi, ce qui était vraiment particulier, puis ce sur quoi Alexandre met l'emphase, c'est qu'il y avait véritablement 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas tant parce que Théo Taxi avait besoin de changements réglementaires de manière à pouvoir atteindre ses objectifs, c'est surtout parce qu'elle était vouée à une concurrence qui lui était par défaut défavorable dans la mesure où est-ce qu'un des joueurs, son concurrent principal, pour ne pas le nommer Uber par exemple, pouvait se permettre d'aller à l'encontre des réglementations de manière tout à fait impunément, là, ce que Théo Taxi ne pouvait pas se permettre de faire, ne serait-ce que parce qu'il y avait dans son actionnariat des joueurs institutionnels qui n'auraient jamais accepté ça, là. Donc, c'était véritablement là que le gros problème se jouait. Puis, lorsque vous regardez dans d'autres économies, il y a d'autres économies dans le monde, puis on en cite quelques-unes dans le livre. Là. Il y a, en Californie, on a changé la réglementation de telle sorte à accommoder les Airbnb de ce monde. Bon, il y a actuellement un retour du balancier, là. Cela dit, au départ, de telle sorte à favoriser l'émergence de ces nouvelles entreprises-là, toute la réglementation en Californie avait été aménagée de telle sorte à ce que ça permette l'émergence de joueurs innovants. C'est la même chose dans d'autres économies qui sont très, très favorables à l'innovation. On parle d'Israël notamment, puis bon, il y a d'autres exemples dans le monde, mais ici, on a fait on a fait exactement l'inverse, en fait, de ce que toutes les bonnes pratiques, je dirais, semblent suggérer à l'échelle internationale. Peut-être que c'était pour protéger les économies un peu plus traditionnelles. Fallait peser le pour et le contre probablement, mais
c'est sûr que dans le contexte d'innovation, à un moment donné, il faut aussi faire évoluer les cadres réglementaires, on est tout à fait d'accord. Comme les entreprises doivent évoluer au niveau de la captation de la donnée, le traitement, son exploitation, etc. Ce que je pense que Théo Taxi faisait bien, mais avait comme trop peu de données, d'après ce que j'ai pu comprendre à la lecture du livre. Donc, peut-être que c'est une question pour vous, Alexandre, ou pour vous, Jean-François, peu importe, mais est-ce qu'une entreprise qui ne miserait pas aujourd'hui justement sur cette captation et le traitement de la data qui est à sa disposition, est-ce que cette entreprise-là qui ne miserait pas là-dessus mettrait déjà à risque sa survie et son expansion? Oui, c'est sûr qu'une entreprise aujourd'hui qui génère des relations avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers de consommateurs qui peuvent bénéficier d'algorithmies, s'ils ne le font pas, laisse la porte ouverte aujourd'hui à une compétition, à l'arrivée de gens qui vont exploiter la faiblesse du joueur actuel. Il faut bien comprendre que nous avions, avec Théo, fait l'acquisition de Schlager et de Diamond. Et donc, on avait des centaines de milliers, des millions d'informations. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on manquait de données. Au contraire, on est allé chercher ces données-là et on a fait quoi? On a fait aussi de l'acquisition de clientèle. Diamond recevait des millions d'appels à chaque année. Et donc, pour nous, si on compare ça à une acquisition numérique, donc ce qu'on appelle en anglais le cost of acquisition, le coût d'acquisition, l'acquisition de Diamond faisait énormément de sens d'un point de vue économique. Mais en même temps, il ne faudrait pas. Là aussi, juste pour mitiger les choses, parce que j'entends souvent ce genre de commentaires-là. On lance une entreprise aujourd'hui, presque, j'oserais dire, on se fout un peu du modèle d'affaires, on va générer des données, puis c'est comme ça qu'on va craquer la valeur de l'entreprise. La réalité, c'est que ces modèles-là ont existé, continuent d'exister dans une certaine mesure. Il y a des entreprises qui n'ont jamais réalisé l'ombre d'un seul cent de profit et qui sont valorisées à hauteur de milliards de dollars. Mais de façon générale, c'est des modèles qui existent de moins en moins. Ce qui est vraiment la clé fondamentale lorsqu'on pense à toute cette approche des données-là, c'est à quoi vont servir les données. Puis dans le cas de Théo, c'était assez clair. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'avais contacté Alexandre au départ, c'était pour réaliser une étude de cas là, qui était vraiment axée sur l'utilisation des données dans le cas de Théo Taxi. Puis Alexandre m'avait dit, écoute, tant qu'à réaliser un cas pour HEC, pourquoi on n'en fait pas un livre qui va couvrir l'ensemble du sujet? Mais le fondement en ce qui me concernait, et puis j'en suis encore persuadé, là, c'est que dans le cas de Théo Taxi, il y avait plusieurs risques d'affaires. On a parlé des risques réglementaires tout à l'heure, on a parlé des risques technologiques associés aux voitures, on a parlé des risques de payer des chauffeurs à salaire décent et non pas... mais tout ça était fondé sur ce que vous avez appelé tout à l'heure le CXM, là, mais l'idée qui est toujours la même pour une start-up, d'arriver avec le bon produit au bon moment, destiné aux bonnes personnes. Mais dans le cas d'une entreprise telle que Théo Taxi, c'est même à l'échelle de chacun de ses clients, d'être capable de faire en sorte qu'un taxi soit proche de là où un client va le demander au moment où il va le demander. Puis ça, ça prend des données. Puis l'acquisition, effectivement, de Taxi Diamond, de telle sorte à aller chercher ces données-là était assez cruciale dans l'histoire. Mais c'était là, et moi, je suis persuadé, encore une fois, là, que si on avait rapidement été en mesure de peaufiner des modèles prédictifs extrêmement puissants, avant peut-être de déployer la question des salaires, avant de déployer peut-être la question des véhicules électriques, avant même de challenger la législation, même si tout ça pouvait se faire en parallèle, je pense que je dirais, la pierre angulaire du succès de Théo reposait véritablement sur les données dans ce cas-ci. Ce n'était pas juste un artefact de dire on va créer de la valeur artificiellement avec un ensemble de données, c'était véritablement, encore une fois, le facteur clé de succès de cette entreprise-là. Je vais vouloir revenir tantôt sur la notion d'économie de partage que vous avez évoquée il y a quelques minutes, mais avant ça, je vais peut-être laisser la parole à Patrick Vigneault parce que je vois les questions qui s'accumulent. Patrick, parce qu'il y a des questions qui sont adressées à Alexandre ou à Jean-François? Oui, vous m'entendez? Patrick, on ne t'entend pas. Je vois les questions, moi, parce qu'elles sont écrites. Je peux peut-être les prendre au bon. Bon, il y a une question qui est posée par Julien qui demande si le changement du marché du travail avec le télétravail qui se développe et l'arrivée, par exemple, du REM va avoir un impact sur l'industrie du taxi. Je voudrais que la réponse suivante, c'est que tout ce qui diminue l'utilisation de l'auto solo est bénéfique tant à Bixi, au transport collectif ou au taxi.
Alors, l'arrivée du REM aujourd'hui est formidable parce que les gens vont se déplacer et en fonction du type de déplacement, le dernier 1000, il va y avoir quelques stations, mais les gens vont arriver au centre-ville pour se déplacer, vont pouvoir prendre un taxi pour faire quelques kilomètres. Alors, ce n'est pas du tout en compétition. Tout ça fait partie d'un écosystème très important. Alors, je vois ça, les chauffeurs de taxi ont la mauvaise compréhension du BT ou du transport collectif. Ils pensent qu'ils sont en compétition. Ils ne sont pas du tout en compétition, ils sont en complémentarité. Et par rapport au télétravail, c'est sûr que pour les 2 prochaines années, il va y avoir un changement important. Par contre, je pense que ça va développer des changements d'habitude en termes de voitures solo. Les gens aujourd'hui se rendent compte qu'ils payent pour 2 voitures qui sont dans leur stationnement et qu'elles servent beaucoup moins. Et donc, j'ai l'impression que ça va avoir un impact sur le nombre de voitures qu'on va retrouver dans les foyers. Les gens vont remettre leur voiture, leur deuxième voiture à la fin du bail et en achèteront probablement pas une seconde. Et donc, ça aujourd'hui entraîne un déplacement des habitudes de consommation vers des habitudes de déplacement vers du transport dit collectif. Donc ça, c'est pour répondre à Julien. Je réponds à Emmanuel. Quel serait le principal frein ou bloquant à cette innovation, à votre avis? Alors, je suis désolé, mais cette innovation, c'est laquelle innovation? Je ne suis pas sûr de comprendre. Alors, je vais passer à la prochaine question. Peut-on envisager la réutilisation des processus de modélisation de la demande dans d'autres secteurs? C'est une entreprise privée et aujourd'hui, cette entreprise-là a persévéré. Il faudrait poser la question aux gens de Tercelco, aux gens de Théo, si ce qui a été développé pourrait être utilisé. Je sais qu'on a vérifié migrer l'utilisation de l'algorithmie, par exemple, dans le secteur du courrier ou dans le secteur du transport adapté. Il y a beaucoup d'algorithmie qui a été développée et la réponse à cette question-là est certainement oui. Oui, les compétences qui ont été développées là pourraient être réutilisées. Ben, moi, c'est la première fois que j'ai un panéliste qui lit les questions à notre place et qui y répond en même temps. C'est merveilleux. Merci, Alexandre. Donc, c'est ça. Tantôt, on faisait allusion à l'économie de partage. Vous avez parlé, bien évidemment, de Uber. Vous avez parlé c'est Jean-François, je pense, qui a parlé de Airbnb. Dans le livre, vous faites aussi allusion à Turo, qui vient compétitionner le monde de la location automobile, à Rover, que je ne connaissais pas, qui vient concurrencer les garderies d'animaux, Spinlister pour les équipements sportifs. Bref, il y a plusieurs exemples comme ça. La question que j'avais le goût vraiment de vous poser, c'est cette soi-disant économie de partage ou cette économie de partage-là, au plus profond de vous-même, avec tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous conseilleriez à un entrepreneur d'emprunter cette voie ou de la contourner? Puis, je ne fais pas de jeu de mots avec l'industrie du taxi en parlant de voie, là, mais est-ce qu'on contourne ou est-ce qu'on embrasse l'économie du partage aujourd'hui? Si vous regardez les tendances, je dirais que l'entrepreneuriat en ce moment l'embrasse beaucoup plus qu'il ne s'en détourne parce que c'est une façon sans trop de barrières à l'entrée, en fait, de changer, de pénétrer un marché en allant chercher des joueurs qui sont un petit peu atomisés et qui peuvent, de manière collective, assurer peut-être une meilleure couverture de services que si vous deviez engager vous-même les différents prestataires. Cela dit, on commence à voir émerger des facteurs de succès et puis des facteurs, en fait, des dimensions, je dirais, d'entreprise ou d'industrie qui font en sorte que ça fonctionne mieux dans certains cas que dans d'autres cas. Par exemple, lorsqu'il y a beaucoup, là, vous avez mentionné Turo, par exemple. Bon, Turo est dans un contexte où il y a beaucoup de joueurs de manière atomisée qui ont des voitures qui ne servent à rien ou dont ils ne se servent pas, je dirais, une grande partie de la journée ou de la semaine. Peuvent être intéressés à les laisser aller, à les prêter à des gens de telle sorte à ce que d'autres personnes qui ont besoin d'une voiture puissent y avoir accès. Bon, dans un contexte comme ça, vous avez beaucoup d'offres, vous avez une demande qui est là, qui existe, mais qui est tout simplement pas mise en contact l'une avec l'autre. Donc, dans le cas de Turo, c'est un modèle qui peut fonctionner beaucoup mieux que dans le contexte où vous auriez, par exemple, si on devait, et j'ai vu des projets comme ceux-là, mettre en contact des professionnels de la santé avec des clients. Le problème avec ça, c'est que les professionnels de la santé sont
beaucoup plus en demande souvent, tout dépendant de la catégorie, là, plus en demande qu'ils sont en suroffre. Donc, typiquement, dans un contexte comme ça, une économie du partage fonctionne beaucoup moins bien. Vous avez également toute la notion de quelle est la facturation moyenne de chaque service qui est rendu. Lorsque vous avez des services qui sont très ponctuels, qui ne sont jamais récurrents, ça fonctionne beaucoup moins bien que lorsque vous avez, par exemple, dans le cas de Théo Taxi ou dans le cas, pas de Théo Taxi, mais dans le cas de Uber, vous avez des clients qui sont réguliers ou qui vont revenir souvent parce que vous avez un coût d'acquisition de la clientèle qui est assez élevé. Donc, encore une fois, de manière générale, on commence à voir émerger un certain nombre de dimensions ou de facteurs qui font en sorte que dans une industrie donnée, l'économie du partage va être intéressante alors qu'elle ne sera pas dans une autre. Par contre, il y a des changements réglementaires là, qui sont en train de voir le jour un peu partout. La Californie, encore une fois, je vous parlais d'un retour du balancier tout à l'heure, la Californie commence à légiférer et faire en sorte que les prestataires de services qui font partie de l'économie du partage aujourd'hui vont commencer à être considérés comme étant des employés à part entière des plateformes qui leur amènent de la clientèle. Donc, il faudra voir comment tout ça va émerger dans les autres économies et sur les autres marchés. Sauf que, bon, il y a des changements réglementaires qui semblent s'en venir. Moi, je serais très, très prudent, en fait, si vous basez votre modèle d'affaires sur ce qu'on appelle la gig economy, parce qu'effectivement, le cadre réglementaire mondial va évoluer. Je pense qu'on se rend compte aujourd'hui, puis vous pouvez lire des centaines d'articles à cet effet-là. On se rend compte aujourd'hui des effets néfastes que ça a eu sur le tissu social, sur l'appauvrissement de toute une classe de citoyens. Alors, les changements réglementaires s'en viennent et si votre modèle est basé là-dessus, ça va être très compliqué. Il y a une question qui est posée par rapport à comment est-ce qu'on fait pour développer des modèles innovants au Québec. Je vous dirais la chose suivante. Le créé avec Théo était assez simple. Notre objectif aujourd'hui était de gagner le marché de Montréal et à partir, juste sur le marché de Montréal, on était une entreprise rentable, extrêmement rentable. Dans nos modèles Excel, bien entendu, ça a été pas mal plus difficile. Mais dans les modèles Excel, on était très rentable. Et donc, il y a souvent, chez les Américains, une approche internationale. On va déployer rapidement dans X marché, on va gagner une part de marché, on va développer une marque et peu importe combien ça nous coûte. On vous rappelle que Uber perd actuellement 1,5 milliard de dollars US par trimestre. Il n'y a pas une entreprise en technologie au Canada qui a reçu 1,5 milliard de dollars de financement. Peut-être avec BlackBerry pour prouver que j'ai tort, là, mais c'est extrêmement rare. Je veux dire, les financements sur des entreprises au Québec, Lightspeed a fait un financement absolument extraordinaire de quelques centaines de millions de dollars. C'est parmi les plus importants financements qu'il y a eu en technologie. Alors, je citerai Leonard Cohen qui disait dans une de ses chansons, First we take Manhattan and then we take Berlin. Je pense qu'on est condamné aujourd'hui à prendre Montréal ou prendre le Québec, de s'assurer qu'on ait une bonne part de marché, puis après ça, de regarder les autres marchés étape par étape. On n'a pas aujourd'hui la capacité d'intéresser des financiers pour dire on va déployer une business à l'international, puis en tout cas, pas pour des financiers canadiens. Personne n'a d'appétit pour une entreprise qui perd 1,5 milliard de dollars par trimestre. Effectivement. Bonne citation d'ailleurs au passage, parce que je ne ferai pas de publicité, mais la firme pour qui je travaille, Talsom, on fait beaucoup d'ateliers au niveau innovation, puis on se base sur une méthodologie qui s'appelle le design thinking. Et le design thinking, une des 6 valeurs du design thinking, justement, c'est le fail early, fast and cheap. Est-ce que, si je ramène au modèle de Théo Taxi, est-ce que c'est cette valeur-là qu'il aurait fallu inculquer à Théo Taxi au lieu de partir en grand puis de regarder ce qui se passe? Ben, oui, je pense que ça a été. On a eu un sentiment d'urgence. Jean-François fait référence que je ne connaissais pas, le faux mot, le fear of missing out. On avait la crainte de se faire tirer le tapis sous les pieds par l'arrivée de Uber, alors que aujourd'hui, Taxi Diamond continue à recevoir des millions d'appels à tous les jours. Alors, on avait l'impression que l'industrie allait disparaître si on ne bougeait pas rapidement. Et si on avait choisi d'appliquer une citation, un adage italien que j'adore, qui est devenu aujourd'hui mon motto, qui va piano, va sano et va lontano, c'est-à-dire qui va lentement, va sûrement et va loin. Et on aurait dû appliquer pourtant, je connaissais déjà ça en italien avant de lancer Théo, mais je ne l'ai pas appliqué.
Ouais, peut-être, en fait, d'un point de vue entrepreneurial, c'est ce qu'on dit effectivement. C'est try, fail fast. Si vous avez besoin d'échouer, échouez rapidement. Mais la réalité, Mhm. c'est pas, on ne parle pas forcément de faire échouer le projet en entier. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voir une startup comme une série d'expérimentations. C'est-à-dire que, bon, lorsque vous lancez une entreprise, vous êtes capable de faire une liste en principe de tout ce qui doit être vrai pour que ça fonctionne. Puis, séquentiellement, l'idée, c'est un peu de dérisquer chacune de ces assumptions-là, de ces hypothèses-là que vous posez dans le lancement d'une entreprise. Puis, le tester le plus rapidement possible, de telle sorte à ce que si une de ces assumptions-là ne fonctionne pas, ben, que vous soyez capable de pivoter, de changer un peu votre fusil d'épaule. Puis, c'est un peu ce que c'était que ça. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a toujours des cracks. Là. Puis, bon, si Alexandre a cité Cohen, je vais le citer moi avec. Là. Cohen disait « There's a crack in everything. That's how the light gets in. » Il y a toujours des cracks à quelque part. Puis, il faut les trouver, ces cracks-là. Il faut les chercher. Il faut être capable surtout de capitaliser sur ces cracks-là lorsqu'on les trouve, de telle sorte à évoluer rapidement si on a besoin de le faire. Alexandre, il y a Yasha qui a posé une question spécifiquement pour vous dans le chat. C'est Il y avec a le quelqu'un qui était VP produit marketing. C'est une sommité du numérique et il me manque terriblement. J'aimais beaucoup travailler avec Yasha. Alors, c'est voilà. Mais sa question, c'est avec le recul, quelles variables et hypothèses du modèle d'affaires, là il vous tutoie évidemment, tu aurais modifié afin d'augmenter les chances de succès et quel chantier aurait été priorisé? Oui, je pense qu'on aurait pu, dans un premier temps, prioriser l'électrification du modèle pour économiser, parce que l'économie venait beaucoup de l'utilisation de l'électricité versus le pétrole. On le sait aujourd'hui, 30% des coûts d'opération d'un taxi, c'est de l'essence. Et donc, pour nous, c'était vraiment l'élément fondamental des économies. Donc, j'aurais vraiment sécurisé ce volet-là avec beaucoup moins de voitures. J'aurais pas changé le modèle. Les voitures, un peu en fait ce que Théo 2.0 est. On a introduit un principe de gestion de flotte qui a été un véritable cauchemar. Parce qu'on gérait 650, 700 personnes qui n'avaient pas un attachement à la voiture. La voiture, on la changeait à chaque fois. Ils arrivaient en fonction de la voiture qui était prête. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a un moment où je ne respecte pas la vitesse du speed bump. C'est quand je loue une voiture de chez Hertz ou de... Il me semble que je fais des choses que je fais pas habituellement avec ma voiture quand je fais une location de voiture à l'étranger. Et les chauffeurs faisaient exactement ça. Le nombre d'accidents qu'on a eu, c'est incroyable. Alors, il y a beaucoup de gestionnaires de flotte qui ont introduit des principes comme il y a 2 shifts sur un camion dans l'industrie du camionnage et tout le monde prend le même camion parce qu'ils veulent s'assurer que quand le gars termine son shift, il va repasser le camion à quelqu'un qui va l'avoir le lendemain et le surlendemain et le surlendemain pour pas que ça sente le souvlaki. Et que les shock absorbers soient les absorbeurs de choc, les amortisseurs. Oui. Vous voyez, je n'ai pas de voiture, moi, depuis 10 ans. Les amortisseurs soient encore fonctionnels. Alors ça aurait dû être le premier chantier sur lequel on se penchait. Et la réalité, c'est que la marque Théo, qui est une marque qui est rentrée dans le cœur des Montréalais, c'était une marque qui était associée à l'électrification, le fait qu'on offrait une expérience avec les voitures de la même couleur, les chauffeurs qui étaient bien habillés. On avait fait le bon choix, on s'en allait dans la bonne direction. Et après ça, on aurait pu petit à petit améliorer le service. Mais je me mets à la place des chauffeurs, puis j'ai une Tesla Model S avec la pédale droite sous le pied. C'est sûr, j'ai le goût de tester un petit peu l'accélération. Oui, mais avec la Kia Soul, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est sûr pareil. qu'on a attrapé des chauffeurs parce qu'ils ne se rendaient pas tout à fait compte qu'on avait des détecteurs, mais on a attrapé des chauffeurs à 130 sur sur des zones de 50 ou 70. Okay. Mais justement, regarde, très longtemps. J'aimerais ça qu'on parle des chauffeurs parce que dans les projets de transformation, dans les projets d'innovation, un des autres aspects excessivement importants, c'est la gestion du changement. Chez Théo Taxi, vous aviez, on va appeler ça l'infrastructure, qui était la flotte automobile. Vous aviez la technologie, il y avait le cadre réglementaire, puis il y avait les chauffeurs. Puis là, vous avez essayé d'implanter un nouveau modèle, justement le fameux salaire à taux fixe, là, à 15 $ de l'heure. Est-ce que
En fait, j'aimerais qu'on pèse l'échec de Théo Taxi par rapport à cette gestion de changement qui a été faite correctement ou moins correctement par rapport aux chauffeurs, pardon. Dans le livre, quand je le lisais, je me rendais compte qu'un des points bloquants au succès de Théo Taxi, ça avait été l'adoption des chauffeurs par rapport au modèle que Théo lui proposait. Non, tout à fait. Puis Jean-François couvre ça très bien, puis il a fait plusieurs interviews, puis ça a été vraiment une des grandes lacunes de notre modèle, de penser que parce qu'on allait les rémunérer décemment, qu'ils auraient la perception d'être mieux traités. La réalité, c'est qu'on faisait des ponctions aujourd'hui liées à l'impôt provincial, fédéral. On faisait des ponctions à la CSST, à la RRQ, ce qu'ils sont obligés de faire en tant que travailleurs autonomes. Mais grosso modo, on leur enlevait à peu près 30 de leur paye. Donc, une paye grosse brute de 600 quelques dollars, en fait, 40 heures fois 15 dollars, ça fait 600, représentait 460 dollars dans leur poche. Et eux comparaient ça avec l'argent qu'ils allaient toucher dans le taxi, sans prendre en considération combien est-ce que ça pourrait leur coûter s'ils déclaraient tout. Alors, on a vraiment eu un grand enjeu là. Ça a été, et l'incitatif qu'ils avaient, c'était les pourboires. Mais en plus de ça, on leur garantissait une partie de pourboire. Donc, le salaire était de 12, puis on leur garantissait 3 dollars de pourboire, ce qui faisait que très rarement, ils allaient dépasser le 15 ou le 16 de l'heure. Il faut remettre les choses en perspective. On a lancé ça en 2015. Aujourd'hui, le salaire minimum est à 13,50, je pense. Mais à ce moment-là, le salaire minimum était à 10,75. Alors, c'était extrêmement innovateur. Un des grands enjeux qu'on a eu, c'est que les gens voulaient travailler plus que 40 heures par semaine. Et donc, ils continuaient à faire du taxi ou à faire du Uber parce qu'ils voulaient gagner plus d'argent. Et nous, si en respectant, bien entendu, les règlements, en les faisant travailler 45 heures, 48 heures, 50 heures par semaine, on avait de la demande. On n'a jamais eu un enjeu de demande chez Théo, on avait eu un enjeu d'offre. Et en faisant ça, qu'est-ce qui est arrivé? On devait payer les gens naturellement 50 plus cher. C'est ça, la réglementation. Donc, plutôt que d'être payé 15 $ de l'heure avec tous les filets sociaux, il fallait les payer 22,50. Puis à 22,50, notre modèle ne fonctionnait plus du tout. Alors, ces gens-là, plutôt que de travailler pour nous, allaient faire de la gig économie. Mais c'est l'aspect sensibilisation, donc accompagnement dans cette gestion de changement-là qui n'a pas été fait, d'après ce que je peux comprendre. Bien, parce que quand on passe d'une entreprise de 20 personnes à 800 personnes en 18 mois, je peux vous dire que dans notre modèle Excel, on n'avait pas pensé avoir 14 personnes en gestion de ressources humaines avec du monde qui sont là juste pour appeler les employés parce qu'ils ne sont pas rentrés, parce qu'ils ont oublié de rentrer. Et ça, bon, c'est une grande erreur. J'ai beaucoup appris sur ce secteur-là, qui est un secteur dans lequel je reviendrai probablement jamais. Ouais. Il nous reste 15 minutes maximum à cet open mic-là. Il y a encore des questions qui rentrent. Je vais en prendre une tout de suite, mais j'avais pris en note des questions aussi des gens lors de leur inscription, voyons, je vais y arriver, que des gens avaient posé lors de leur inscription. Mais juste pour rebondir sur la discussion qu'on vient d'avoir, Alexandre, il y a Fabrice Briat qui demande comment est-ce qu'on est capable de mettre ensemble empathie et technologie dans des modèles d'affaires innovants. Je pense que ça va être de plus en plus important. Le capitalisme va évoluer, puis là, je monte un petit peu à 30 000 pieds. Le capitalisme va évoluer. Je pense qu'il va falloir qu'on soit en mesure de mieux circonscrire, mieux encadrer le capitalisme pour développer ce que je considère du capitalisme social, où les gens les ayants droit du capitalisme sont plus larges qu'uniquement les actionnaires. Ça me paraît important qu'on amène à la table les intérêts de la société et qu'on défende les intérêts des employeurs, les intérêts de la société et les intérêts des actionnaires, les intérêts de tous ces gens-là. Je suis convaincu qu'on s'en va vers ça. Je suis convaincu aujourd'hui que les capacités de calcul vont nous permettre de développer des politiques publiques beaucoup plus intelligentes, vont nous permettre de développer des cadres réglementaires beaucoup plus intelligents et vont nous permettre de comprendre quels vont être les impacts, les side effects, les impacts, excusez-moi le terme anglais, mais qu'ont aujourd'hui des décisions ou des nouveaux modèles d'affaires.
Le consommateur devient de plus en plus intelligent. On le voit. On a un consommateur aujourd'hui qui veut être vegan, qui veut manger moins de viande. On a un consommateur qui veut limiter les produits qui ont été développés dans des pays où les conditions sociales ne sont pas bonnes. Il y a un consommateur qui veut une empreinte écologique moins importante. Ce consommateur-là, aujourd'hui, va être le consommateur majoritaire de demain. Ces jeunes aujourd'hui qui sont dehors, qui vont devenir les baby boomers dans 20 ans ou dans 25 ans vont avoir un impact fondamental sur la demande. Et donc, si vous positionnez votre entreprise aujourd'hui avec ces bonnes valeurs-là, vous allez développer de bonnes clientèles. Et je suis convaincu que ça passe par là. Ça passe par la demande du consommateur. Et on ne peut pas laisser la demande aller seule parce qu'il y a un paquet de consommateurs qui vont vous dire que oui, je suis vegan, oui, je suis ci, oui, je suis ça, mais qui vont utiliser Uber et ils se foutent carrément quand ils sont capables de sauver 2,50 $. Alors, il faut juste comprendre que le 2,50 $ qu'on sauve va nous coûter 1,5 milliard en rachat de permis, puis en augmentation de pollution, puis en augmentation des coûts de retraite de ces gens-là parce qu'ils n'auront pas cotisé à la RRQ. Alors, quand on parle aujourd'hui de calcul de tous ces impacts-là pour être capable de comprendre quel est le prix réel d'un produit ou d'un service, c'est à ça à quoi je fais référence. Mais si je peux me permettre peut-être un truc additionnel là-dessus. En fait, tous les modèles d'affaires qui sont plus ou moins disruptifs, là, en fait, moi, je ne connais personne qui a jamais lancé une entreprise, surtout avec du succès, là, qui révolutionnait une façon de faire dans une industrie, qui le faisait avec des intentions, comment dire, plus ou moins malveillantes, voilà. En fait, c'est toujours in hindsight, là, en bon français, qu'on réalise les impacts qu'on a eus, les impacts sociaux, surtout lorsqu'une entreprise devient tellement grosse et tellement présente que ses effets se font sentir de manière assez généralisée. Là. Google, Apple, ce ne sont pas que des entreprises fantastiques, là. Il y a aussi des points négatifs qu'on peut associer à leur succès. Mais par contre, ce sont toutes des entreprises qui ne visaient pas forcément à mal faire au départ. En fait, la réalité en matière d'empathie et de technologie, puis moi, c'est peut-être le seul commentaire que je voudrais faire là-dessus, c'est que, en fait, je me demande comment on ne pourrait pas allier empathie et technologie parce que c'est, en fait, toutes les entreprises qui actuellement ont du succès en implantant des nouvelles technologies, puis celles auxquelles moi j'ai affaire presque quotidiennement, c'est des entreprises, encore une fois, en intelligence artificielle ou qui mettent de l'avant du big data. Concrètement, ce sont toutes des entreprises qui n'ont pas, qui réalisent en fait qu'elles ne pourront pas remplacer les êtres humains. Elles ne visent qu'à les rendre plus efficaces ou en quelque sorte super ou supra-humains. Puis ça, je ne sais pas si c'est de l'empathie, mais concrètement, l'idée, on ne vise pas à remplacer les consommateurs, on ne vise pas à remplacer les employés, on vise tout simplement à les rendre plus efficaces de telle sorte à ce que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Donc, je ne sais pas à quel point c'est une réponse à la question, mais concrètement, je me pose la question, moi, comment une entreprise aujourd'hui pourrait penser ou espérer avoir du succès en n'étant pas à la fois empathique et technologiquement viable? Au démarrage, oui. Oui, au démarrage, mais c'est ça un peu l'enjeu, puis je vais rebondir là-dessus parce que, bien entendu, quand on regarde aujourd'hui certaines infrastructures, on a pris comme décision dans la société d'étatiser, par exemple, nos routes. On a étatisé notre transport en commun, on a étatisé l'électricité. Et là, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un paquet d'infrastructures qui vont peut-être nécessiter des réflexions à cet égard-là. Il y a des modèles qu'on a développés au Québec coopératifs où on permet à des entreprises de travailler ensemble pour mutualiser des infrastructures. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui au niveau de la distribution? Qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau de la livraison? Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui au niveau de l'Internet? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a plusieurs questions sur lesquelles il va falloir qu'on se penche. Et moi, je suis convaincu qu'au Québec, on a des solutions. On a démontré une capacité d'innovation coopérative sur laquelle il va falloir qu'on se penche sérieusement. Je vais y aller avec les questions qui ont été posées initialement lors de l'inscription. Première question de Shirley Burns. Je suis désolé si je prononce mal le nom des gens. Question qui est la suivante. Pour innover, il faut accepter l'échec. Comment valoriser les erreurs et apprendre de celles-ci pour faire croître notre économie?
Ben, on fait un peu ça avec Théo. Hein? Avec le livre de Théo, on essaie d'expliquer un peu ce qui est arrivé. Vous savez, on a été extrêmement ostracisés et du jour au lendemain, ma réputation en a pris tout un coup. Je souhaite ça à personne de passer le mauvais quart d'heure que j'ai passé, tant d'un point de vue médiatique que même avec des partenaires financiers, difficilement, capacité après ça, plus limitée à de lancer des nouveaux projets. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une conversation, je pense, avec quelqu'un qui a subi un échec que quelqu'un qui a toujours tout réussi. Et je dis souvent, il faut s'entourer des gens qui ont le plus de cicatrices et idéalement encore quelques couteaux bien plantés dans le dos qui coulent encore un peu. Il faut qu'il y ait du sang puis que ça coule encore un peu pour que les cicatrices soient fraîches et qu'on s'en souvienne. Il n'y a pas une façon plus facile d'apprendre que de se mettre la main sur le rond d'un poêle. Je vous garantis qu'on ne le remet pas deux fois. Alors, comme société, je pense que globalement, on devrait mieux valoriser cet échec-là, mieux permettre aux gens d'en parler, d'expliquer pourquoi on a fait des échecs pour éviter que les gens refassent la même chose. Ça fait partie de l'apprentissage. Et je dois dire que c'est un chapitre dans le livre dans lequel vous abordez justement l'échec et l'impact que ça a eu sur votre propre personne de façon très humble et complète d'ailleurs. Donc, félicitations pour ça. Peut-être un truc additionnel en passant, puis j'en parle souvent avec des entrepreneurs qui me disent ouais, mais pourquoi valoriser l'échec? Il faut quand même valoriser la réussite aussi, non? Puis en fait, l'un n'est pas antinomique à l'autre. Je veux juste peut-être préciser une chose, c'est que en fait, ce n'est pas tant l'échec qui est à valoriser, c'est l'apprentissage qu'on tire d'un échec parce que toute personne qui essaie quelque chose s'assujettit à un échec potentiel. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Mais de là, valoriser l'échec, en fait, ce n'est pas tant l'échec qu'il faut valoriser, mais plutôt, encore une fois, la capacité à en tirer des apprentissages de telle sorte à ne pas répéter les erreurs dans le futur. Puis, en fait, je trouve ça même triste lorsque j'entends, Alexandre, je ne vais pas te mettre sur le spot, là, mais tu dis, ouais, moi, je ne retournerai pas dans cette industrie-là. Alors que le fait d'avoir connu, je vais appeler ça une absence de succès, à défaut d'un échec, mais l'idée, c'est qu'au contraire, il y aurait quelque chose définitivement à ramener maintenant que encore une fois, des bonnes pratiques peut-être qu'on connaît un peu mieux avec l'échec de Théo, quelles sont les choses à ne pas faire ou comment peut-être mieux faire les choses. Probablement qu'un Théo 2.0, là, je sais qu'il y en a un qui est en cours, mais c'est un Théo, appelons-le TOE, 3.0 lancé par Alexandre Taillefer, aurait certainement beaucoup plus de chances de réussir que le premier. Oui, ça me fait plaisir de partager de partager mon expérience. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Mais tu sais, moi, je n'ai jamais lancé deux fois le même projet, puis je ne referai pas un deuxième projet là-dedans. Même si, effectivement, je pense que je pourrais avoir du succès. Je n'ai pas relancé une compagnie en jeux vidéo, je n'ai pas relancé une compagnie en musique, je n'ai pas relancé une compagnie en développement de commerce électronique parce que la vie est très courte et c'est le fun de pouvoir faire des projets nouveaux, intéressants. Je rajoute un petit point qui est super important, c'est que le succès, comme l'échec, repose sur une variable, énormément de variables qu'on ne contrôle pas. Et ça s'appelle la chance ou la malchance. Il faut reconnaître ça. Il faut être humble quand on gagne parce que c'est pas juste parce qu'on a travaillé fort ou juste parce qu'on avait des bonnes idées. C'est parce qu'il y a eu un paquet de facteurs qui ont fait qu'on a réussi, des facteurs qu'on n'a pas contrôlé. Le hasard a fait qu'on a réussi. Et c'est la même chose dans le cadre d'un échec. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Alors, il ne faut pas aller se camoufler, perdre la tête, puis se retirer de la vie publique parce qu'on a connu l'échec. Il faut garder la tête haute. On a essayé et c'est ce qui est important. Question qu'on va prendre probablement avec une petite dose d'humour, une question de Marwan El Khatib qui demande l'innovation dans les modèles d'affaires. Est-ce que c'est une nécessité pour tout type d'industrie? Et si oui, est-ce qu'il y en a une qui devrait y songer un peu plus rapidement que les autres? Jean-François, allez-y. En fait, la réponse est assez claire en ce qui me concerne. Non, il ne faut pas forcément innover du côté des modèles d'affaires pour réussir. En fait, de façon générale, même dans le cas des startups, ce qu'on dit souvent, c'est de limiter, même jusqu'à un certain point, l'innovation dont on fait preuve à une seule corde à la fois, parce que quand on essaie de changer trop de choses en même temps, c'est là où est-ce qu'on se met des bâtons dans les roues. Là. Un des facteurs clés en matière d'innovation, c'est la compatibilité avec les manières de faire en vigueur. Donc, lorsque vous changez trop de choses à la fois, vous perdez les gens, puis c'est là où est-ce que vous risquez que ça ne fonctionne pas. Cela dit, ce n'est pas forcément une mauvaise idée là, de changer et de faire preuve d'innovation dans le modèle d'affaires. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui devraient réussir? Moi, j'ai toujours été un fervent,
adepte d'analyse et de l'importance de l'expérience client, puis de ce qu'on fait vivre finalement aux consommateurs. Moi, je réviserais l'appareil gouvernemental. C'est tout. C'est une belle façon de couper. J'ai visé l'appareil gouvernemental, point. C'est Alexandre, parfait. à vous. C'est excellent, ouais, c'est ça. Je vais y aller sur une autre question parce qu'il reste à peine 5 minutes. Question de notre ami commun Olivier Hoffman, qui, lui, œuvre dans l'industrie événementielle, un peu comme vous, je pense, Alexandre, du côté de Mishmash, avec notamment le pique-nique électronique, qui dit que l'industrie événementielle connaît son Napster aujourd'hui, comme la musique il y a quelques années, et il demande quelles sont les grandes tendances des nouveaux modèles d'affaires dans l'industrie événementielle, selon vous? Oh mon Dieu, c'est une question difficile. On a vendu aujourd'hui nos actifs dans Picnic. Et Igloofest, on a été actionnaire avec eux pendant quelques années. On a vendu ça à Québécois. On est encore dans certains dossiers, mais c'est un secteur où on n'a pas connu beaucoup de succès. On a lancé le Place Ville-Marie, l'Observatoire. On a connu beaucoup de problèmes avec, entre autres, toutes les constructions qui ont eu lieu dans ce secteur-là. Alors, je ne suis pas sûr que je sois la meilleure personne pour prodiguer des conseils quant à l'industrie événementielle. Une chose certaine, c'est que je pense que ça va être très difficile pour les 18, 24, 36 prochains mois. Et moi, je vois un enjeu fondamental dans l'industrie événementielle, c'est que les artistes s'approprient de plus en plus une part importante du gâteau, que ce soit les gens qui viennent pour donner des speeches. On voit les prix aujourd'hui des gens qui vont à C2. On voit le prix d'un artiste qui participe. On a été aussi impliqué dans le Rockfest. On a été impliqué dans plusieurs festivals. Et ça, cette tendance-là, aujourd'hui, fait que je pense qu'il y a de moins en moins de profits possibles à titre de producteur. Donc, ça rend cette industrie-là très, très, très complexe. Alors, encore une autre industrie, been there, done that, got the T-shirt, et puis je vais aller faire autre chose. 3 minutes, 2 questions. Charles Légaré demande si l'innovation, ça s'apprend à travers de la formation ou si, le plus souvent des cas, ça provient de circonstances inattendues. Ben, je vais mettre mon chapeau de prof, que je n'enlève jamais d'ailleurs. Mais oui, ça s'apprend, bien sûr. Il y a des méthodes. Maintenant, est-ce que ça s'apprend que d'avoir la bonne idée au bon moment, dans le bon contexte? Il y a un élément de serendipity, de chance. Alexandre en parlait tout à l'heure. Dans le contexte de lancement d'entreprise, c'est 70% du succès d'une entreprise qui est attribuable à cette fameuse serendipity. Donc, c'est un peu la même chose en matière d'innovation. La question, c'est est-ce qu'on peut apprendre à préparer le terrain, puis à capturer, je dirais, l'innovation au moment où est-ce qu'elle se présente, parce que l'innovation, en fait, c'est une invention qui est adoptée par des gens, finalement. Donc, ça commence par l'idéation, ça commence par avoir, encore une fois, le bon concept au bon moment, puis d'être capable de le propulser vers une audience, un marché, de telle sorte à ce qu'il crée de la valeur pour celle-ci. Mais oui, ça s'apprend définitivement sur l'ensemble de la chaîne. Et je vais rebondir sur la dernière question de Fabrice Briat qui en avait posé également dans le chat. Quels sont les véritables fondements du coup qu'il faut prendre en considération si on veut innover dans les modèles d'affaires? Question pour le professeur, là encore. Encore une fois, il faut prendre moi, je décortiquerais la question parce que lorsqu'on parle d'innovation, encore une fois, on parle tout simplement de sortir des sentiers battus, en quelque sorte. Puis ça, on peut le faire à tout, dans l'ensemble des éléments d'un modèle d'affaires, à la fois la manière dont on source ses produits, ses services ou ses employés, la manière dont on rémunère ses employés, ça peut être la manière dont on effectue ou le modèle de revenu qu'on utilise. Est-ce qu'on facture, par exemple, la grosse mode en ce moment, c'est d'avoir des revenus récurrents mensuels. Est-ce qu'on peut faire basculer un modèle qui est plutôt ponctuel vers ce genre de modèle de pricing-là? En fait, la grande question là-dedans, c'est pas tant d'avoir l'idée, parce que souvent, la plupart des organisations pensent inside the box, vont regarder un peu ce qui se passe dans leur industrie, dans d'autres industries, vont essayer de dégager des bonnes idées de ça. La grande question, qui est souvent la plus difficile, en fait, c'est comment est-ce que les gens et le marché réagissent ou réagiraient à ce genre d'invention, je dirais, de pivot-là à l'intérieur d'une industrie. Et c'est là, habituellement, que la grande question se pose. Puis, c'est là où est-ce que les entreprises qui réussissent le mieux,
sont les plus aptes également à mesurer puis à tester le potentiel de ces avenues-là. Donc, moi, la grande recommandation que j'ai toujours, c'est ne vous gênez pas d'avoir des idées. Par contre, ordonnancez-les, puis allez de l'avant de manière séquentielle en testant les hypothèses les plus fondamentales dans le succès. Puis, en principe, vous devriez être en mesure de faire preuve d'innovation, c'est-à-dire de transférer ou de transformer les petits risques que vous prenez dans votre modèle d'affaires en succès d'affaires. Ajouter peut-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent, on a aujourd'hui une pénurie d'entrepreneurs au Québec. Il y a un grand enjeu de relève, on le sait, il y a beaucoup de baby boomers qui vont prendre leur retraite, qui ont aujourd'hui 65, 70 ans, qui opèrent encore leurs entreprises, mais qui vont devoir trouver une relève. C'est fascinant de regarder comment est-ce qu'on peut aujourd'hui procéder à l'acquisition d'une entreprise, mais dans un contexte de transformation. Comment est-ce qu'on peut prendre une entreprise qui performe bien, qui fait des bons revenus aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut l'amener ailleurs? Et ça, d'après moi, c'est probablement l'une des plus grandes opportunités pour les gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat au Québec, parce qu'on met la main sur des actifs qui performent, une entreprise qui a déjà des revenus, qui a déjà un modèle d'affaires, et on est capable d'utiliser son sens de l'innovation pour l'amener ailleurs. Donc, je regarderai ça de façon attentive. Il est 13h01. Jean-François, Alexandre, merci énormément pour la générosité de vos propos. Ça a été très apprécié. Je vois les commentaires aussi des participants. Merci d'ailleurs aux participants qui sont tous restés jusqu'à la fin. Bravo, félicitations. Merci à tout le monde. Pour rappel, ça sera disponible sur la chaîne YouTube de Talsom, talsom.com et notre chaîne SoundCloud. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Salut. Au revoir.